Bonjour à tous. Donc, après ce temps de vacances imposées, j'espère que vous allez bien, je vous le souhaite en pleine forme. Nous allons repartir sur notre travail cette semaine, avant de se retrouver la semaine prochaine. Nous allons repartir donc sur ce qu'on avait commencé avant les vacances, l'étude du chapitre 4. Il existe d'autres mécanismes de diversification du vivant, des mécanismes non génétiques. Dans ce chapitre 4, donc sur ces mécanismes, on a déjà vu, avant les vacances, deux choses. D'une part, comment l'association non héréditaire entre êtres vivants pouvait permettre d'apporter des propriétés nouvelles. Je vais déjà faire un résumé de ça avant de passer à la suite. Donc pour vous, ça sera une reprise du cours. Donc, on a vu déjà, avant les vacances, cette notion que deux êtres vivants pouvaient s'associer, et que l'association de deux êtres vivants apportait des propriétés supérieures à la somme des propriétés de chacun des êtres vivants. C'est ce qu'on appelle la symbiose. Pour étudier cette symbiose, on a pris l'exemple du lichen. Ce lichen que l'on voit sur les arbres, que l'on voit sur les pierres. Les lichens sont souvent les premières formes de vie à apparaître dans les climats, dans les écosystèmes un peu désertiques, mais on les trouve partout. On les trouve partout. Ils sont très intéressants parce qu'ils sont révélateurs souvent de la qualité du milieu. Ce lichen en TP, quand on l'a regardé, quand on a fait une coupe, on a pu voir que c'était une association de deux choses, une algue unicellulaire et un champignon qui existe sous forme de mycélium. Je vous rappelle que le champignon qu'on ramasse quand on va dans les bois, quand Noé va dans les bois se promener avec son grand-père pour ramasser des champignons, ce que Noé ramasse, c'est uniquement la forme de reproduction du champignon. D'accord? Mais l'espèce même persiste dans le sol toute l'année sous forme de filaments qu'on appelle les filaments mycéliens. Et lorsque les conditions extérieures sont satisfaisantes, à partir de ces filaments mycéliens se forme le champignon que l'on ramasse et que l'on peut consommer. Et si on regarde ces champignons, eh bien, on peut s'apercevoir qu'ils libèrent des spores qui sont donc les formes de reproduction permettant à l'espèce de se disséminer. Ces filaments mycéliens, quand on regarde le lichen et microscope, on les retrouve. Ils sont là. En fait, ils forment l'essentiel du lichen, ils forment le cortex supérieur, le cortex inférieur. Ça, c'est fabriqué à partir des champignons. Et ces champignons délimitent à l'intérieur une atmosphère interne dans laquelle on va retrouver les algues, ici, chlorophylliennes unicellulaires. Donc je parle d'algues chlorophylliennes unicellulaires. Algues chlorophylliennes, ça veut dire qu'elles réalisent la photosynthèse. Elles ont un pigment capable de capter l'énergie lumineuse. Revoir votre cours de début d'année. Donc là, on est sur le métabolisme de ces deux êtres vivants. L'algue, à la lumière, quand on lui fournit de l'eau et des sels minéraux, est capable de se multiplier, de se développer. Cette même algue, quand on la met à l'obscurité, ne peut pas se développer. Cette algue se développe même s'il n'y a pas dans le milieu de matière organique. C'est donc une algue qui se développe par photosynthèse. La photosynthèse étant cette capacité de fabriquer de la matière organique à partir des matières minérales. Et pour ça, il faut une source d'énergie. Cette source d'énergie, c'est l'énergie solaire, captée par les pigments chlorophylliens. On dit que l'algue est un être vivant autotrophe. Vous n'êtes pas autotrophe. Actuellement, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo en mangeant quelque chose, ce que vous mangez, c'est de la matière organique. C'est de la matière fabriquée par un autre être vivant. Le champignon, à la lumière, donc il y a une source d'énergie. Si on ne fournit que de l'eau et des sels minéraux, va mourir. C'est-à-dire que le champignon ne fait pas la photosynthèse. Par contre, le champignon, si en plus de l'eau et des sels minéraux, on lui donne du glucose, qu'on soit à la lumière ou à l'obscurité, il va se développer. Vous, si vous avez à manger de la matière organique, que vous soyez à la lumière ou à l'obscurité, vous allez vivre. Mais c'est pareil pour le champignon. Le champignon est un être vivant hétérotrophe. Il consomme de la matière organique qu'il va digérer, il va réutiliser les constituants de cette matière organique pour fabriquer sa propre matière organique. Bien, j'ai donc deux êtres vivants qui sont associés dans le lichen. Je n'ai pas pour autant montré qu'ils forment une symbiose. La démonstration de la symbiose, elle va venir ensuite avec déjà ce document qui est là, voilà, où je fournis à l'algue ici une solution de NaCO3 dont le carbone minéral est radioactif. Donc on fournit à l'algue et aux champignons une source de carbone minéral radioactif.
qui serait dans l'air du dioxyde de carbone CO2, qui dans l'eau est du HCO3-. NaHCO3 va libérer HCO3-. Où est-ce que je retrouve cette radioactivité? D'abord dans l'algue. Sous quelle forme? Dans la matière organique. Ça veut dire que l'algue a utilisé ce carbone minéral pour fabriquer sa matière organique. L'algue a fait la photosynthèse. Ce que ne sait pas faire le champignon. Donc normalement, puisque le carbone minéral est radioactif, je ne devrais pas retrouver de radioactivité dans le champignon, puisque le champignon n'est pas capable d'utiliser une source de carbone minéral. Il ne fait pas la photosynthèse. Et pourtant, je retrouve en décalage par rapport à l'algue, quelque temps après, des molécules organiques dans le champignon. Ce n'est pas le champignon qui a pu les fabriquer. C'est donc forcément l'algue qui lui a donné cette matière organique. Je peux donc démontrer l'existence ici d'un transfert de matière de l'algue vers le champignon. Ce n'est pas pour autant qu'il y a symbiose, il faut démontrer une réciprocité. La réciprocité, vous l'avez dans ces documents qui sont là. Le champignon est capable de stocker beaucoup d'eau. Or, l'algue a besoin d'un milieu humide pour se développer. C'est le champignon qui va permettre de créer cette atmosphère humide. En plus, le champignon fabrique des produits toxiques qui vont éviter d'être broutés par les herbivores. L'algue sera ainsi protégée. Maintenant, il faut qu'on arrive à montrer que l'association des deux êtres vivants a plus de propriétés que la somme de propriétés de chacun des êtres vivants. Et bien ça, on le voit à travers un produit que l'on trouve à la surface du lichen, qui est jaune ici. On travaillera dessus à la rentrée, c'est ce produit qui est là. Eh bien, ce produit jaune qui est là, c'est la pariétine. La pariétine, c'est une molécule qui joue un rôle de protection contre les effets du rayonnement ultraviolet, ce qui fait que le lichen peut s'installer un peu partout, et même quand la luminosité est extrêmement forte. Eh bien, cette pariétine, ni les champignons, ni l'algue, de manière isolée, sont capables de la fabriquer. Et pourtant, dans le lichen, il y en a. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour fabriquer ces champignons, cette pariétine, il faut une matière organique de base, la brique élémentaire. Et cette brique élémentaire, cette molécule de base, ce substrat, qui va être transformé en pariétine, c'est du polyol. Et le polyol est fabriqué par l'algue. Sauf que l'algue fabrique le polyol, mais n'est pas capable de transformer ce polyol en pariétine. Et ça, le champignon peut le faire. Le champignon possède les enzymes qui vont permettre la transformation du polyol en pariétine. Ce qui fait que l'association de l'algue et du champignon permet de produire une molécule bénéfique à l'association qui, sans l'association, n'existerait pas. J'ai donc bien démontré qu'il y a une symbiose. D'accord? Que l'on peut raisonner sous la forme d'un schéma comme ceci, de synthèse, tel qu'on a pu le faire en cours. Bien. Autre association possible entre êtres vivants, une association qui est le contraire de la symbiose, une association qui ne repose pas sur des bases génétiques et qui n'est pas bénéfique aux deux individus. Et on a vu en classe, le mercredi juste avant qu'on se quitte, l'existence de cette relation pathogène chez le gamard. Vous avez ici un gamard, qui est une petite crevette qui vit en eau douce, minuscule, qui fait quelques millimètres. Eh bien, ce gamard qui est là peut héberger un être vivant qui est un acanthocéphale qu'on appelle le Polymorphus. Ce gamard est un être vivant qui fuit la lumière. Il va se réfugier au fond de l'eau et on ne verra jamais de gamard à la surface de l'eau. Là, vous avez un gamard, parce qu'à la surface de l'eau, ce gamard va être boulotté par les oiseaux, qui est le prédateur du gamard. Là, vous avez un gamard qui est parasité par l'acanthocéphale. On le voit ici à travers sa cuticule. Eh bien, on constate quoi? On constate que quand le gamard est parasité par l'acanthocéphale, celui-ci change complètement de comportement. Chez les gamards normaux, 89% ici des gamards sont situés, lorsqu'on les met dans une éprouvette, au fond de l'éprouvette. Jamais à la surface. Le gamard fuit la surface. Quand le gamard est parasité, eh bien, on constate que quand on l'éclaire par-dessus, comme ici, le gamard se réfugie à la surface. Il est attiré par la lumière. Quand on éclaire par en dessous, le gamard remonte à la surface. Le gamard va quitter la surface pour redescendre en profondeur. Donc ça veut dire que le gamard modifie son comportement quand il est parasité. Et ça n'a rien à voir avec une symbiose. On n'est plus sur une symbiose. D'accord? Parce que là, l'association entre le gamard et l'acanthocéphale profite exclusivement à l'acanthocéphale, qui va pouvoir remonter à la surface, et remontant à la surface, être consommé par
l'oiseau et ainsi terminer son cycle de vie tel qu'on l'a vu. Voilà, il va pouvoir remonter à la surface, être mangé par l'oiseau et donc poursuivre son cycle de vie et se reproduire à l'intérieur de l'intestin de l'oiseau. C'est-à-dire que l'acanthoцéphale, le parasite, profite du gamard pour pouvoir assurer son cycle de vie. C'est du parasitisme, parce qu'en l'occurrence, le gamard, il est mangé. Donc, c'est pas une symbiose. D'accord? Donc là, on a une association intéressante entre deux êtres vivants, d'accord, qui va modifier le comportement d'un autre être vivant. L'acanthoцéphale modifie le comportement du gamard. Et ceci sans qu'il y ait de base génétique. D'accord? Donc on est, là encore, sur une diversification du monde vivant par association de deux êtres vivants, sans qu'il y ait ici des bénéfices réciproques. C'est une association pathogène, d'accord, qu'on va appeler parasitisme. Bien. Donc tout ça, c'est un résumé de ce qu'on a vu avant les vacances. Maintenant, on va s'intéresser à une autre notion nouvelle qui va dans la suite de ce qu'on vient de voir pour le gamard, qui est la notion de phénotype étendu. Mais ça, on le reverra, je vous propose, dans la vidéo suivante. À tout de suite.